Robert Badinter raconte de quelle façon il a vu dans la rue, au moment en 53, je crois, en mars 53, quand Staline meurt, il passe devant l'humanité et il voit des gens qui pleurent. Bien sûr. Beaucoup de gens qui pleurent vraiment sincèrement, comme s'ils avaient perdu papa. L'ambassadeur de France, qui est connu, mais j'ai oublié son nom, à ce moment-là, envoie un message en France en disant c'est une catastrophe. La mort de Staline est une catastrophe. Ce pays a besoin d'un homme fort et on ne sait pas ce qui. On revient toujours sur ce thème. Il ne faut pas que la Russie s'effondre. Et donc, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ah oui, mais c'est un bon exemple, hein, parce que justement, l'homme fort est arrivé, c'est Beria, en fait, qui a remplacé Staline. Mais Beria, en 2 mois après, en fait, on l'a arrêté. Khrouchtchev, avec les généraux, l'ont arrêté et ils l'ont fusillé sans faire un procès, sans rien du tout. Au mois de décembre, il a été fusillé. Et donc, l'Union soviétique n'a pas disparu. Il n'y a pas eu de problème, etc. Et puis Khrouchtchev a commencé une déstalinisation après. En cela, est-ce que Trump est un continuateur historique? Rappelons les quelques images d'archives qui appuient cela. Roosevelt-Staline, on vient de le voir. Kennedy-Khrouchtchev. À chaque fois, l'idée que c'est le moment d'une détente, qu'une nouvelle page va s'écrire. Et Dieu sait s'il y avait des passifs aussi à l'époque. Nixon-Brejnev, avec la scène fameuse du champagne où il trinque, où il blague, vous vous rappelez, où Brejnev blague sur le fait que le champagne peut être empoisonné, enfin une espèce de fausse amitié. Et évidemment Reagan-Gorbatchev, mais c'était encore une autre époque. Est-ce que Trump est le continuateur de tout ça, d'une certaine manière ? Certainement pas au niveau de la qualité diplomatique et du niveau d'éducation qu'il faut pour avoir affaire à Staline, Khrouchtchev ou Brejnev. Cela dit, il y a quelques ressemblances. Et moi qui suis un spécialiste de l'Arctique, en fait, je dirais que la ressemblance, c'est d'essayer de jouer les Russes contre les Chinois. Ce qu'ont en commun Trump et beaucoup d'Américains qui connaissent l'Arctique, et malheureusement pour les Américains, il y en a très peu qui connaissent réellement. Ils ne prennent pas au sérieux l'État d'Alaska où les 2 chefs d'État vont se rencontrer. Contrairement aux Russes, qui connaissent très très bien leur dossier sur l'Arctique, mais Trump, heureusement pour les Américains, connaît un tout petit peu plus, est un peu plus conscient des enjeux. Regardez cette carte pour appuyer votre propos. Oui. C'est fascinant absolument ce que vous racontez. C'est à quel point, physiquement d'abord, cette discussion se passe par-dessus nos têtes en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est les 2 voisins, les 2 puissances, superpuissance pour les États-Unis, qui se croient superpuissance pour la Russie, et dans un lieu si important stratégiquement. Poutine et Trump se rencontrent au sommet du monde. Il y a une chose, puisque nous avons une carte, regardez-la bien. La ligne que vous voyez là, qui traverse de part en part, en gros, en passant au large des côtes de la Russie, c'est pas grand-chose. L'Arctique est très petit, en fait, beaucoup plus petit qu'on ne le réalise. C'est la distance, cette ligne que vous voyez du côté russe. C'est la distance entre Gibraltar et Istanbul. C'est rien. L'Arctique est plus large que la Méditerranée, mais seulement 2 fois plus large. Les distances, regardez, elles sont très courtes. Alors, ce qui se passe en ce moment, à mon avis, mais c'est l'avis de Ushakov, je crois, qui l'a annoncé. Il a dit il y a un enjeu dans l'Arctique. Et je pense qu'on va beaucoup discuter de l'Arctique. La Russie, pour Poutine, qui est un homme du Nord, qui est un homme de Saint-Pétersbourg, qui connaît encore mieux ses dossiers sur l'Arctique que beaucoup d'autres dirigeants russes, pour lui, l'Arctique est une priorité. Il a eu un problème en Ukraine, il a eu peur. Vous avez beaucoup parlé de paranoïa tout à l'heure, et ça, la paranoïa est un élément extrêmement important. Il s'est dit... On va nous attaquer par l'Ukraine un jour, l'Ukraine va tomber dans l'escarcelle de l'OTAN, réglons cela vite, avec un peu de chance on sera à Kiev comme à Prague en 24 heures, ou avec un peu moins de chance en 3 semaines comme on l'a fait à Budapest. Manque de peau, pardon. On en est à 3 ans et demi de guerre. Mais ça a enlevé, en fait, c'est un bâton dans les roues du vélo arctique, en fait. À l'arrivée aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadeau politique qui est fait à Poutine? Vous êtes avec nous, Nicolas Conquer, vous êtes la voix des républicains trumpistes. Merci beaucoup d'être là, bonsoir.
Est-ce que vous comprenez qu'un certain nombre de gens en Europe ce soir soient fâchés de ce que, à leurs yeux, votre président fasse en quelque sorte un cadeau à Poutine? Il lui offre sur le plateau une présence internationale rêvée. Ah non, je pense que l'effort de Donald Trump, il est surtout motivé par mettre fin à cette guerre et d'épargner ce peuple ukrainien qui a déjà amplement souffert. Et je pense qu'il y a une mauvaise compréhension des enjeux, notamment en Europe et en France en particulier. On ne voit pas que Poutine est dos au mur désormais. C'est parce qu'il est en situation de faiblesse qu'il a accepté cette rencontre avec Donald Trump, qui se fait à mesure que Donald Trump vient d'obtenir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc il a affaibli la Russie avec ses alliés historiques qui étant l'Azerbaïdjan, que désormais il propose de mettre des sanctions secondaires sur l'Inde, qui est un des principaux débouchés pour le gaz et le pétrole russe, près de 40%, et qui a pris une proportion considérable durant ce conflit. Et donc là, il viendrait vraiment assécher tout le poumon économique et donc asphyxier le poumon et donc le poumon économique de la Russie. Et donc, il ne pourrait plus continuer cette Russie. Donc, ce conflit en Ukraine, et donc qui justement montre encore une fois que Donald Trump, lui, il n'est pas dans des déclarations, il est dans des actes, et ça va conduire à des résultats. Est-ce que ça se fera dès ce vendredi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre que aujourd'hui, c'est Donald Trump qui est écouté et qui a la capacité de réunir autour de la table les belligérants en vue de conduire à un accord de paix. Réaction sur ce plateau, hein. Nicolas Conquer. Quand Nicolas Conquer rappelle que la Russie a des grandes difficultés économiques et que, effectivement, là, Trump peut en jouer, est-ce qu'il a raison? Partiellement oui, parce que la Russie est en grande difficulté, mais se baser uniquement sur cette partie-là, c'est se tromper sur Poutine. En revanche, là je suis d'accord avec Nicolas Conquer sur le fait que Trump a assisté à la signature d'un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est effectivement un coup très très dur pour Poutine, parce que deux républiques d'ancienne Union soviétique ont signé quelque chose et Poutine n'y est pour rien, absolument pour rien. Là c'est un coup extraordinaire diplomatique de Trump, un des plus jolis coups d'ailleurs. Et Nicolas Conquer, d'ailleurs, je vous disais toujours, quand Trump fait quelque chose, je le reconnais. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Mais après. Et ça le fait rêver, évidemment, au prix Nobel de la paix. Hein. Bien évidemment. Et d'ailleurs, là, en l'occurrence, il le mérite. Hein, parce que je vous rappelle que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est 35 ans de guerre. C'est 35 ans de guerre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, c'est un coup très, très dur pour Poutine. Mais Poutine a quand même été plus intéressé à avoir cette rencontre. Et je crois qu'il a obtenu, malheureusement, là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas, c'est que, en fait, il dit, président Trump ne fait pas que parler, il agit. Malheureusement, pour sa menace du 8 août, il n'a absolument rien fait. Il a dit que même la rencontre avec Poutine n'arrêtait pas cette menace, et finalement, il a abandonné. Et donc là, on est en train d'attendre 7 jours, ce qui va se passer donc à Alaska. Est-ce que ça peut aller encore plus loin? Écoutez Ushakov, un des piliers du régime à Moscou, qui dit ce n'est que le début. En réalité, là, ce lien fort entre Poutine et Trump va se poursuivre jusqu'à une invitation à Moscou, ce qui évidemment serait un cap d'une symbolique encore plus forte. Nous devons nous concentrer sur la prochaine rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump sur le territoire russe. Le président des États-Unis a déjà lancé l'invitation. En conclusion, je tiens à souligner que dans les jours à venir, il y aura de plus en plus d'invitations. Et vous êtes toujours avec nous, Nicolas Conquer. Si vous étiez conseiller du président Trump, est-ce que vous lui diriez oui, allez à Moscou, il faut aller jusqu'à Moscou? Mais je pense que c'est un long processus et on le voit, il y a une volonté aujourd'hui de ramener les belligérants et c'est la capacité qu'a Donald Trump. Donc si dans un premier temps, ça doit se faire sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky et que ce soit Donald Trump qui défend les intérêts de l'Ukraine, je pense que c'est une étape nécessaire et je pense qu'il faut aller au bout de ce processus parce qu'aujourd'hui la capacité, c'est pas de voir jusqu'où est-ce qu'on peut prolonger des conflits, mais surtout savoir y mettre un terme et c'est ce en quoi Donald Trump, lui, a été élu dans sa capacité de stabiliser le monde et il prend ça très au sérieux, il en a fait une priorité de son mandat. Ça fait 200 jours que lui est à la Maison-Blanche, ça a beaucoup duré. Il n'a pas lâché, contrairement à ce que tout le monde lui prêtait, qu'il allait sacrifier l'Ukraine dès qu'il sera à la Maison-Blanche. On l'a vu, il a renouvelé des gages, il a fait de l'aide humanitaire, de l'aide militaire. Désormais, c'est l'Europe qui finance l'armement qui vient auprès de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, c'est Donald Trump qui a la capacité de faire s'entendre les belligérants et mettre un terme à ce conflit. Nicolas Conquer, merci. Là, on voit à quel point les Russes rêvent de ça. Ils rêvent voir
Trump non seulement les Russes, à Moscou. mais les Américains aussi. C'est ça qui est absolument épouvantable. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en écoutant monsieur et en écoutant d'ailleurs les commentaires russes, que aujourd'hui on a un monde qui va à nouveau être complètement régulé par l'accord entre ces deux présidents, c'est-à-dire entre la Russie et les États-Unis, et que tout le reste va se plier. Et là, où sont les Européens? D'ailleurs, on n'a absolument pas prononcé le mot Europe dans l'interview qui a été qui vient d'être menée. Et ça, je trouve ça vraiment en tant qu'Européen absolument inacceptable. Et c'est bien à ça qu'il faut aujourd'hui résister. Est-ce que Poutine est quand même conscient que c'est un cadeau qu'on lui fait? Regardez cette petite séquence, elle est éclairante par rapport à aujourd'hui. C'est quand il se vante, il cabotine un petit peu, il est devant une assemblée, je crois que c'est à Vladivostok ou je ne sais plus où c'est, et il se vante à sa façon du coup de téléphone qu'il va avoir avec Trump, façon de dire quand même, regardez. Du 18 mars, c'était à Moscou au congrès des entrepreneurs de Russie. Voilà, et la façon dont il joue de cette idée quand même, je suis celui qui parle au président des États-Unis, malgré tout, la Russie sait qu'économiquement elle est faible par rapport, et c'est une sorte de cadeau qui lui est fait. Écoutez-le. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je comprends que nous pourrions discuter davantage, mais c'est tellement gênant de le faire attendre. Il pourrait se vexer. Bonne chance. Voilà, Non, c'est un peu c'était après, vous avez c'était raison, la deuxième mais fois, c'est c'était au mois de juin. presque la même Oh, ouais. scène, effectivement. On voit quand même que Poutine est très conscient que voilà, c'est quelque chose d'avoir cette perche que maintenant il saisit avec le président américain. Son ambition, c'est d'être à la tête d'une superpuissance, d'être reconnu comme étant le patron d'une superpuissance, et de retrouver le lustre de l'Union soviétique. Ce que la Russie n'est pas. Oui, absolument. Non, mais tout ça est très factice, évidemment. L'Union soviétique, oui, c'était une vraie superpuissance. Il y avait des réalisations. C'était accessoirement, ça pouvait être aussi un modèle idéologique qui pouvait séduire dans le monde. Là, actuellement, bon, la Russie, c'est une kleptocratie. Oui, Juste avec économiquement l'arsenal très faible. nucléaire soviétique. C'est une grande station-service qui a l'arme nucléaire, quoi. Donc, le moyen d'y arriver, c'est d'être écouté et respecté par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et c'est exactement la perche que lui tend. Et le cadeau, l'énorme cadeau, parce qu'en fait, Trump reconnaît cadeau diplomatique, super cadeau. Plus et que... quand vous avez parlé de Yalta, vous remarquez que en fait, Trump, à la limite, il aurait pu régler le sort du monde avec la Chine. S'il y avait Xi Jinping, il y avait un sommet Amérique-Chine, là oui. Et l'Europe, par exemple, là oui. Parce que c'est les puissances économiques qui se mesurent, qui sont à la portée les uns des autres. Mais Poutine, c'est 2% du PIB mondial. Et les États-Unis, c'est 25%. Et en fait, Trump, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un cadeau de Trump. Mais la géographie, vous avez vu, vous avez parlé, vous avez dit, c'est un point, c'est un pôle nord quasiment. Mais sur le Pacifique, ça veut dire ils ont le choix d'endroits. À mon avis, c'est les Russes qui l'ont suggéré. Je ne sais pas comment ils ont arrivé à convaincre Trump, mais c'est vraiment très judicieux parce que ça s'ouvre sur le Pacifique. Il y a les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe est loin. L'Europe est à 8 km. On est très loin de ça. On est vraiment très très loin. Et regardez cette scène de propagande de la télévision russe. Le symbolisme de l'Alaska. En fait, l'Alaska, c'est une plaque tournante mondiale. On ne s'en rend pas compte, sans même parler de l'immensité du territoire. J'y ai vécu 4 ans, je vous garantis que c'est presque, on se croirait en Russie. Hein. Mais c'était russe, c'était un territoire russe, il ne faut pas oublier qu'ils ont... En plus, c'est très symbolique. Moi, je trouve que c'est très symbolique. Oui, c'est symbolique pour une réconciliation. Oui. C'est symbolique d'une réconciliation russo-américaine, parce qu'il ne faut pas oublier que la cession de l'Alaska, c'était l'aboutissement d'un rapprochement entre les États-Unis, entre l'Union, entre Washington, le Washington de Lincoln et ensuite de son successeur Andrew Jackson, contre les confédérés. La Russie était, sans s'être engagée dans le conflit, la Russie soutenait l'Union contre les confédérés. Il n'y a jamais eu plus dans l'histoire un tel moment de rapprochement entre la Russie et les États-Unis. Donc c'est effectivement une des raisons pour lesquelles les Russes, qui s'intéressent énormément, le public russe est fasciné par l'histoire de l'Alaska. Mais ils veulent la récupérer aussi. Alors ça, la propagande, alors on voit à la télévision tout le temps, ils essayent d'expliquer que voilà, c'était à nous, c'est pas juste 7 millions de dollars, c'est des clopinettes, c'est pas du tout vrai, c'était
c'était une fortune à l'époque. Non, je vous garantis. À New York, il y avait un immeuble qui était vendu par la mairie de New York exactement le même prix. Plus cher même. Oui, mais c'est parce que c'est New York aussi. Oui, mais enfin, les 7 millions de dollars, ça a couvert le déficit russe, ça a permis de régler le problème de la guerre. On sent votre traumatisme d'avoir vécu en Alaska. Mais il y avait plus écoutez, professeur, écoutez cette morceau de propagande à la télévision russe qui illustre exactement ce que vous dites. Comment caractériseriez-vous les relations actuelles entre nos pays ? Les relations entre nos pays, en particulier entre l'Alaska, aux États-Unis et la Russie, sont vraiment bonnes concernant les citoyens. Il y a de l'amitié, de la sympathie mutuelle. L'Alaska compte plus de 700 toponymes d'origine russe, comme cette intersection des rues de Chirikov, de Shelekov, à Anchorage. Et les panneaux américains, verts standards, sont très conviviaux. Ce qui est convivial, c'est également l'invitation de Trump à Poutine de discuter de tout ouvertement et sans étrangers. Pendant le tournage de ce reportage, un voisin surpris est apparu derrière les buissons. Comment ne pas discuter de l'actualité ? Quelles sont vos attentes sur la rencontre ? Какие у вас ожидания? Видите ли вы возможность для взаимопонимания? Это хорошо или плохо? Je pense que c'est une bonne chose. C'est une excellente occasion d'établir un dialogue. Je crois que cela devrait finalement conduire à la paix. Cette nouvelle me réjouit. C'est formidable que nous ayons cette merveilleuse occasion de devenir des voisins amicaux plutôt que des adversaires. Ah, voilà le morceau de propagande. Et alors, il aurait fallu zoomer sur vous parce que vous regardiez comme ça, vous avez habité tout près, vous essayez de reconnaître le bosquet où vous étiez, non ? Mon appartement. Vous étiez juste à côté. Juste à côté, vraiment c'est à quelques mètres de l'endroit où on filmait là. Mais je préciserai juste une chose, la propagande russe nous parle d'une terre au patria perduta, mais en fait il y avait 800 Russes au maximum de toute l'histoire de l'Alaska qui étaient présents en Alaska, tous concentrés justement là à Kodiak que vous voyez à l'image ou à Sitka. Et en fait, l'Alaska n'a jamais été officiellement annexé par la Russie. C'était un peu du point de vue du droit international, c'est le même statut en fait que Hong Kong. Dans le rôle des Chinois, eh bien c'était les chefs indigènes en fait, donc dont les droits ont été complètement bafoués en 1867. Une terre de trappeurs en fait. Quand les États-Unis ont annexé officiellement l'Alaska. On parlait des minerais, mais pas la possession de l'Alaska.